Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Bon, alors actuellement, seuls les étrangers condamnés pour terrorisme en France peuvent rester jusqu'à 210 jours en centre de rétention administrative. Pour ceux ayant commis des meurtres, des viols, du trafic de drogue, c'est 90 jours. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, voulait que ces personnes dangereuses puissent être maintenues aussi jusqu'à 210 jours en détention, soit 7 mois, contre 3 mois jusqu'ici. Eh bien, ce ne sera pas possible. Le Conseil constitutionnel a censuré la loi visant à le faire. Elliot Maman, un pas en avant, 2 en arrière pour la France, mais pas pour les étrangers dangereux a priori. Oui, absolument. D'ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel s'explique parce que les sages estiment que dans leur contrôle de proportionnalité, puisque vous savez, l'une des fonctions du Conseil constitutionnel est de contrôler que les lois qui sont votées par le Parlement sont bien proportionnées par rapport tant à leurs ambitions que au cadre fixé par la Constitution. Ils estiment que ce contrôle de proportionnalité ne pouvait pas être validé s'agissant de cette loi, précisément parce que on se retrouvait dans une situation où des détenus de droit commun, après avoir purgé leur peine et donc en attente d'être expulsés auprès de leur pays d'origine, ne pouvaient pas être retenus dans des centres de rétention administrative aussi longtemps que ceux condamnés pour terrorisme, qui de toute évidence relèvent non pas d'une juridiction différente, mais dont le caractère moral est encore plus terrifiant naturellement que ceux des détenus de droit commun. Pour autant, il y a tout de même une chose par rapport à cette proportionnalité que souhaitait contrôler le Conseil constitutionnel qu'on pourrait rétorquer, c'est que les autres pays européens vont généralement bien au-delà que 7 mois lorsqu'il s'agit de retenir jusqu'à dans des 18 centres, mois dans certains pays. Exactement, et notamment en Italie, qui est l'un des pays qui retient dans des centres qui ne sont donc pas tout à fait des prisons, mais tout de même des lieux où la liberté est plus ou moins contrôlée, des personnes qui n'ont pas le statut légal pour se trouver sur le territoire national. Et donc on peut estimer qu'en réalité, la position de la France était plutôt proportionnée au vu de ce qui se fait autour de nous. Elliot, nos constitutionnels n'auraient pas pu, en amont, nos juristes, pouvoir justement travailler plus tôt pour éviter ce problème-là et faire passer cette loi de manière constitutionnelle sans qu'elle soit retoquée ? Mais écoutez, là je pense qu'on a 2 blocages qui sont absolument fondamentaux. En effet, d'abord, ce qui peut sembler être un raisonnement prétorien, c'est-à-dire un raisonnement qui sort de l'esprit des juges et dont on ne trouve pas nécessairement ses fondements dans un texte qui a été écrit et qui aurait été voté soit selon une procédure législative par nos élus, soit directement adopté par référendum par nos concitoyens, puisqu'il n'y a aucun texte qui a valeur constitutionnelle qui dise explicitement « nul ne sera retenu dans un centre de rétention administrative au-delà de 90 jours ». Donc là, c'est vrai, on peut se demander en quelle vertu, sur la base de quel texte matériel les juges ont statué. Il y a un deuxième type de blocage, c'est que le Conseil constitutionnel a été saisi par des partis politiques de gauche et cette extension de la prérogative de saisine des instances constitutionnelles à la suite de l'adoption d'une loi est tout de même un sérieux handicap quant à la procédure législative classique, parce qu'on peut estimer que le Parlement étant l'expression de la souveraineté populaire, il ne devrait plus y avoir de possibilité, sauf grandes exceptions, d'entraver l'adoption d'une loi qui précisément a été adoptée par le Parlement. Sauf que ces dernières années, on a vu une inflation de la possibilité pour les oppositions de saisir les instances constitutionnelles qui ensuite peuvent se prononcer à l'encontre d'une loi. Donc on a une espèce de concurrence des légitimités qui est très délétère. En tout cas, il y en a un qui est vraiment pas content, Alexandre Malafaille, c'est le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui dénonce un désarmement de l'État face aux étrangers dangereux et annonce d'ores et déjà un nouveau texte de loi. Il a raison. En fait, ce qui est très surprenant, de toute façon, il est obligé de réagir parce que tout le monde va très vite sur ces sujets-là. Il a réagi aujourd'hui. Et en effet, il faut aller vite parce que la menace est réelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement le Conseil constitutionnel va se fonder sur le fameux principe de précaution pour censurer une partie de la loi du plomb et en rappelant régulièrement ce principe dans de nombreux sujets. Mais quand il s'agit de la sécurité des Français, alors là, le principe de précaution n'entre pas en jeu. Donc, comme s'il y avait une espèce de système de précaution à 2 vitesses, pour la santé, absolument tout ce qu'il faut, et on va même parfois au-delà de ce qu'il faudrait, en tout cas du point de vue de certains. Vous seriez en train de dire que les noisettes ont plus de liberté individuelle que les Français ? Écoutez, en tout cas, je trouve intéressant en tout cas d'opposer ces 2 principes, parce que vraiment, c'est 2 décisions qui tombent au même moment. D'un côté, on joue la précaution à fond, de l'autre côté, on la joue pas, avec la sécurité des Français. Et moi, j'aimerais, dans ce genre de type de vote, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lisibilité sur ce qui se passe réellement à l'intérieur du Conseil constitutionnel quand il vote, puisque là, pour le coup, c'est à huis clos et c'est à bulletin, enfin, c'est même pas à bulletin secret, il vote à main levée, et on ne sait pas qui a voté pour qui. Moi, j'aimerais savoir quels sont les juges, comme à l'américaine, où on sait qui vote pour quoi, de manière à ce qu'à un moment donné, on puisse aussi aller leur parler à ces gens-là, pour leur dire, parce qu'il faudra assumer quand même.
il faudra assumer les conséquences. Parce que c'est évident qu'entre 90 et 210, vous avez un laps de temps qui permettra à des gens qui ne sont pas que bienveillants, et qui d'ailleurs, s'ils sont dans cette situation, l'ont démontré clairement. On parle d'étrangers qui ont commis des actes de viol, des homicides. On peut se rappeler de l'affaire Philippines. Du trafic de drogue. Les textes avaient été et c'est de là que le texte est né, justement, à Philippines. C'est dommage qu'on n'ait pas tenu compte de l'histoire, parce qu'elle a payé le prix de sa vie parce que des textes et des juges, à un moment donné, ont décidé que si on avait peut-être eu de meilleurs textes ou une meilleure application des textes, elle serait toujours vivante. Et vous verrez que malheureusement, dans les mois, les années qui viendront, le fait, si on ne change pas ces dispositions face à des étrangers ou des personnes qui sont dangereuses et qu'on ne peut malheureusement pas retenir, eh bien, il y aura de nouveaux drames. Et ces drames pèseront sur la conscience de ceux qui ont voté en faveur de cette censure de la loi. Je trouve ça, dans le contexte actuel, alors que tout le monde dit qu'il faut rendre plus performant notre justice, réarmer notre capacité à faire régner de l'ordre, et le faire notamment, parce que derrière tout ça se cache quand même, tapis l'énorme menace du narcotrafic, ça paraît complètement incohérent d'avoir des juges qui se disent « Oui, mais bon, au nom des libertés, oui, mais les libertés et la sécurité, alors justement, Alexandre et là, Elliot, pour les sages, le placement en rétention d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Pas moi qui le dis, je le lis. Moi, quand je lis ça, je vois marqué qu'il ne peut quitter immédiatement. Mais on voudrait bien qu'il quitte. Mais par contre, il n'est pas forcément accueilli dans son pays. C'est ça aussi le problème. Mais j'entends bien le problème, mais alors on fait quoi ? Donc, alors la question, c'est, on revient sur des choix de société. Dans ces cas-là, il faut assumer clairement qu'on prend les risques, mais on le dit à nos compatriotes. On peut pas rester dans cette ambiguïté en disant, oui, mais c'est pas si mal que ça. Non, c'est très mal. Est-ce qu'on accepte de prendre ces risques-là ? Est-ce qu'on fait peser une épée de Damoclès sur des gens qui ne le savent pas, mais qui demain seront victimes du fait que, alors évidemment, est-ce qu'on peut aller au-delà de 210 jours ? C'est une vraie question philosophique, parce qu'une fois qu'on sera à 210, on dit, oui, mais et si on était à 250, c'est quoi la suite ? C'est quoi l'après ? C'est vrai qu'il y a une espèce d'enchaînement, on n'en sort pas. Et à la limite, ça peut être peine de prison à vie ou rétention à vie si on ne trouve pas de solution avec les pays concernés. Prenez le cas des Algériens. Pour l'instant, on a un vrai problème. Mais le fait de rester sur des délais qui sont courts, le fait de ne pas avoir de capacité répressive suffisante, ça peut aussi laisser un espace d'action et finalement une motivation pour ceux qui sont, là encore, pas bien intentionnés, à dire la France, c'est un Eldorado, donc on y vient. Si on a des ennuis avec la justice, c'est pas grave. Elle est pas très sévère, alors qu'en Italie, c'est beaucoup plus grave. Elliot Maman. Oui, en effet. D'ailleurs, ce qui est très problématique, c'est que moi, de manière très subjective, j'estime qu'en démocratie libérale, l'état de droit et le respect des normes de l'état de droit est tout aussi important que la souveraineté populaire. Et donc, dans l'absolu, je ne suis pas opposé à l'existence de cours constitutionnelles. En l'occurrence, en effet, ce que l'on voit depuis quelques années, c'est l'impression, qui crée d'ailleurs un ressentiment auprès d'une grande partie de Français, que les décisions du Conseil constitutionnel sont de plus en plus politisées. D'ailleurs, la composition du Conseil lui-même est alimenté par des anciens responsables politiques. Il est actuellement présidé, pour rappel, par Richard Ferrand, qui a été un cadre éminent du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et ce qui peut en effet alimenter un procès en subjectivité qui, de toute évidence, est délétère pour la démocratie qu'il entend défendre. Et donc ensuite, avant même de se positionner sur le fond de la décision, il faut simplement reconnaître ce paradoxe-là, puisqu'il génère évidemment un certain nombre de blocages. Des blocages qui sont aussi suscités par la configuration actuelle de la situation, précisément sur les centres de rétention administrative, puisque les sondages indiquent que les Français réclament davantage de fermeté sur les questions migratoires de la part de leurs responsables politiques. Et il faut tout de même préciser le parcours du combattant pour le juge des libertés lorsqu'il s'agit précisément de permettre à un individu de rester en centre de rétention administrative. D'abord, les 90 jours tels qu'ils existent à l'heure actuelle ne se prononcent pas en une seule fois. Il y a 3 audiences au cours desquelles, et donc il s'agit de périodes de temps qui là aussi sont renouvelées d'audience en audience, au cours desquelles le juge des libertés doit remotiver la décision ou non de placer un individu en centre de rétention administrative. Des CRA, par ailleurs, donc centre de rétention administrative, dont on sait que les places sont souvent assez rares, il est parfois difficile d'en trouver, ce qui naturellement suscite une forme de ressentiment chez nos concitoyens, parce que d'abord, on a l'impression que la loi n'est pas exactement appliquée telle qu'elle a été pensée. Le ressentiment, je vous arrête tout de suite, Elliot. Effectivement, il y a du ressentiment. Actuellement, le Conseil constitutionnel dit « l'État peut restreindre certaines libertés pour protéger l'ordre public, mais seulement si c'est strictement nécessaire, justifié et proportionné ». Encore une fois, c'est marqué comme ça dans le texte. Alors moi, je me pose la question, si c'est pas ça, ça devient inconstitutionnel. Je me pose la question, quand la personne, elle a tué, elle a violé ou vendu de la drogue, est-ce que, si la rédemption, c'est bien sûr ce que tout le monde aimerait, si cela est possible, l'État ne doit pas non plus protéger ses concitoyens, encore une fois ? On demande à ce qu'il y ait plus de justice, mais en même temps, on ne donne pas les moyens. C'est pas possible.
Oui, absolument, c'est toute la difficulté. Et d'ailleurs, on peut aussi parfois regretter que le débat politique soit très vite confiné à une forme de mise en scène de l'irresponsabilité des responsables politiques par eux-mêmes, qui nous expliquent par exemple que, n'obtenant pas les fameux laissez-passer consulaires s'agissant des individus qu'ils aimeraient reconduire dans leur pays d'origine, ils ne sont pas en mesure de faire quoi que ce soit pour empêcher les individus en question ensuite de se mouvoir librement en France. Et cette décision en est absolument symptomatique. On peut en réalité imaginer des décisions qui ne concerneraient que notre ordre politique national, interne, qui permettraient en réalité d'accéder plus ou moins aux demandes qui sont exprimées par les Français. Pour autant, naturellement, il faut rappeler que l'intégralité de l'immigration n'est pas concernée par les cas dont on parle. Et c'est ça qui est précisément qui est dramatique, c'est qu'on crée du ressentiment à l'encontre de l'intégralité de la population immigrée, précisément parce que l'on est impuissant à protéger les Français des quelques personnes auprès de la population, au sein de la population immigrée, qui ont un comportement absolument effroyable et que ensuite nos institutions ne parviennent pas à punir comme il se devrait et éventuellement à écarter de la population générale. C'est ça qui est dramatique. C'est dramatique. Et si je peux ajouter quelque chose. Alors vous allez ajouter dans une petite minute 30 parce que là on doit se séparer. Allez, ça marche. Ça s'appelle la publicité. Après il y a le journal et on se retrouve et on continue. On poursuit cette discussion avec Alexandre Malafaille et avec Elliot Maman autour donc de ce Conseil constitutionnel qui a retoqué la demande, le texte de Bruno Retailleau sur l'allongement de rétention des étrangers qui ont commis des actes graves dans notre pays. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Bientôt 19h47, on revient sur ce Conseil constitutionnel qui a dit non à la loi voulue par Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, à savoir passer de 90 à 210 jours le temps de rétention des étrangers qui ont commis des faits graves. On parle de viol, on parle d'homicide, on parle de trafic de drogue. Bref, des gens qu'on n'aimerait pas forcément voir dans nos rues. Et a priori, donc là, le temps des 210 jours est révolu puisque ce n'est pas constitutionnel. Et justement, j'avais une question pour vous, Alexandre Malafaille. Faut-il revoir les pouvoirs du Conseil constitutionnel lorsqu'il empêche l'exécutif d'agir face à une menace identifiée ? Ça, c'est une question très philosophique. Vous avez 2 heures. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut faire très attention. Vous savez, c'est là haut de ceux qui disaient on régit un grand État de la même façon qu'on fait frire un petit poisson. Je veux dire par là que ce que voulait dire là haut de ceux, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les éléments fondamentaux de notre système. Malheureusement, la politisation des instances est une réalité. Alors malheureusement, il faut s'en réjouir. Ça a toujours été comme ça. Donc il faut faire très attention à faire bouger les lignes. Il faut quand même garantir qu'à un moment donné, il y a des espèces de juges suprêmes dans les différentes juridictions qui permettent de réguler les choses. Dans certains cas, malheureusement, on a le sentiment que, et peut-être à juste cas, que le Conseil fait pas bien son boulot. Là, on est face à un enchevêtrement de textes qui en effet place le juge en difficulté. Ça a été le cas dans le cadre de la loi. Le Conseil ou encore une fois les parlementaires qui avant pour ficeler le texte n'ont peut-être pas fait forcément leur travail. À son âme, mais quand vous parliez à l'époque avec Jean-Louis Debré et qui vous racontait la façon dont lui il a vu la loi évoluer quand il était président du Conseil constitutionnel, c'était catastrophique. Il y a qu'entre les lois des années 2000 et les lois d'aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Elles sont écrites avec les pieds. En effet, ils prennent pas le temps de réfléchir. Ils font des lois souvent qui sont dictées par l'émotion. Ils oublient la complexité procédurale, juridique, qui est une réalité en France. Ce qui se décrivait Elliot Maman tout à l'heure sur les réalités de ces 90 jours aujourd'hui. On me dit non, c'est pas 90 jours, c'est 30 jours. À la fois, c'est des commissions, du temps, de l'évaluation, des juges, des transferts, etc. Il faut imaginer ce que ça coûte. Alors, ce que ça coûte en temps, en complexité, en énergie. Trop de sécurité pour assurer la sécurité. Non, mais attendez, c'est là où il faudra se poser un genre de bonnes questions. Quelle justice voulons-nous ? Et pour faire quoi ? Est-ce que la liberté à tout prix, y compris de ceux qui nous veulent du mal ? Alors, bien sûr, c'est une espèce de réflexion supérieure et c'est ce que défend le Conseil constitutionnel en disant, voilà, proportionnalité, droit de l'homme, respect des valeurs, respect de la liberté. Voilà, tout ça, c'est très, très, très noble. Mais est-ce que ça correspond ? Donc, il ne s'agit pas de tuer le Conseil, mais est-ce que ces principes-là aujourd'hui sont parfaitement adapté, c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler. Vous donniez des pistes tout à l'heure, peut-être justement que ça soit nominatif et qu'on doive assumer son déjà son que vote. Le Conseil rende ses votes totalement transparents, ce serait une bonne chose. Ça, c'est un premier élément pour que chacun puisse prendre la mesure de ses responsabilités vis-à-vis de la collectivité et pas de manière anonyme. Mais au-delà de ça, vous avez un certain nombre de textes aujourd'hui qui méritent d'être repensés et revus. Après, c'est aussi la question de la hiérarchie des normes entre la France, l'Europe et les traités qu'on a pu signer. Tout ça, c'est des sujets qu'il faudra poser sur la table, sans quoi on continuera sur tous ces enjeux-là à se faire dépasser ou à ne pas être en temps de réponse. Et après, ça se traduira par des sanctions électorales. Elliot Maman, un dernier mot, c'est une force ou une faiblesse, ce Conseil constitutionnel ? Mais disons qu'il est supposé garantir la pérennité de l'état de droit en France, mais que, de toute évidence, il n'est pas insensible à certaines tensions politiques, mais aussi que l'extension
du droit, de la prérogative de saisine du Conseil constitutionnel ces dernières années. Désormais, toutes les oppositions peuvent le saisir à la suite de l'adoption d'une loi. Le Conseil constitutionnel peut dans certains cas s'auto-saisir. C'est aussi un cas de blocage qui, en plus, amène à une concurrence des légitimités. En l'occurrence, ce sont donc les députés insoumis et communistes qui ont saisi le Conseil constitutionnel parce qu'ils ont estimé que la loi échouait à respecter certains aspects du droit constitutionnel. Droit constitutionnel qui d'ailleurs est en partie défini par le Conseil constitutionnel lui-même, par l'entremise du bloc de constitutionnalité et non par des textes qui ont été directement adoptés. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est une force lorsqu'elle se limite à sa prérogative élémentaire. Elle devient une faiblesse lorsque ses décisions sont politisées ou du moins donnent l'impression aux citoyens qu'elles sont politisées et surtout que à partir du moment où on a l'impression que l'état de droit bloque un certain nombre de décisions et d'efficacité administrative. C'est ça qui est dramatique. C'est quand les Français se disent « mais la perfection de notre démocratie nous rend impuissants à résoudre un certain nombre de problèmes qui sont les nôtres ». Parce que c'est ainsi qu'ensuite on fait naître des velléités antidémocratiques désastreuses dans la population.